Bonjour à tous. On va commencer par faire peut-être quelques tests. Merci de nous retrouver pour ce nouveau baromètre sur le crowdfunding immobilier 2021. Je vais vous demander peut-être de me dire si vous nous entendez bien, si tout est OK pour vous à travers le chat. Alors déjà, nous avons des emojis. Quelqu'un les a trouvés. C'est merveilleux. Super, merci pour vos réponses. Bienvenue à tous. Je vous propose qu'on attende peut-être quelques minutes pour commencer, qu'un maximum de participants se connectent. Vous êtes déjà 150, donc on va attendre encore quelques minutes, pas plus. Merci encore pour vos commentaires. Peut-être pour refaire un point sur l'outil que nous utilisons aujourd'hui, qui est Livestorm, c'était le même l'année dernière, donc vous nous y retrouvez pour la plupart d'entre vous. Vous connaissez déjà les fonctionnalités, certaines ont un petit peu évolué. Vous avez toujours deux onglets. Le premier, qui est l'onglet questions, où vous allez pouvoir à la fin de la présentation directement nous interroger sur les questions qui vous semblent importantes et sur lesquelles vous n'aurez peut-être pas trouvé de réponse. Et puis enfin, l'onglet chat, sur lequel effectivement là vous pouvez dire bonjour, nous donner vos commentaires aussi. Et puis surtout, si vous avez des dysfonctionnements techniques, nous avons deux modérateurs qui sont là, Léo et Anthony, qui pourront vous aider tout au long de la présentation. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes. Pour répondre à la première question qui vient de passer, effectivement, il y aura un replay qui vous sera envoyé à partir du moment où vous étiez inscrit à l'événement. Donc oui, ce sera le cas. Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes déjà un peu plus de 200 et puis je pense que les prochains se connecteront pendant qu'on lancera. On va commencer par l'introduction. Donc aujourd'hui, effectivement, vous allez avoir deux interlocuteurs pour cette présentation de ce nouveau baromètre. Jérémy, que vous connaissez déjà, et Laurent d'Hello Crowdfunding, qui nous rejoint, avec qui nous faisons ce baromètre chaque année. Jérémy, Laurent, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord une excellente année 2022, tous mes voeux de succès et de réussite. Je suis donc très honoré de vous retrouver pour la 4e année consécutive sous un format événementiel pour publier les résultats de notre baromètre du crowdfunding immobilier. On y reviendra en détail tout au long de l'heure qui va suivre avec Laurent, mais une bonne année encore pour le crowdfunding immobilier que fut l'année 2021. Pour ma part, je suis donc président du directoire de Fundimo, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier historique qui existe depuis 2015, et par ailleurs également président de l'association de crowdfunding Financement Participatif France depuis novembre 2019. Et à ce titre, ça nous permet d'avoir effectivement une vision chez Fundimo un peu plus élargie que le crowdfunding immobilier. On y reviendra, je dis un petit mot sur FPF. On publiera également au mois de février les résultats de notre baromètre annuel du financement participatif qui se promettent là aussi diffuser des résultats assez exceptionnels pour l'année 2021. Laurent. Merci Jérémy, bonjour à tous. Alors je vais juste pour vous présenter Hello Crowdfunding, je vous fais un petit peu d'historique. Donc le crowdfunding est né on va dire en 2008 déjà, ça fait donc 14 ans. Je suis le crowdfunding depuis cette période-là. Les premiers projets immobiliers sont vraiment apparus, alors le tout premier est apparu en 2011, mais le vrai lancement a été en 2014 quand il y a eu un cadre réglementaire qui a été créé. Et donc un projet de crowdfunding IMO, c'est à peu près 18-24 mois. Donc en 2016, beaucoup de plateformes parlaient de la collecte. Il y avait beaucoup de marketing autour de la collecte. Il y avait
très peu de communication sur les remboursements. Effectivement, les premiers remboursements apparaissaient en 2016. C'est à ce moment-là qu'est né Hello Crowdfunding, pour le dire simplement, pour vérifier que le crowdfunding immobilier faisait le job et qu'on pouvait effectivement obtenir les résultats annoncés. Alors actuellement, au bout de 6 ans, Hello Crowdfunding, c'est une base de données qui recense 40 plateformes. Alors, elles ne sont pas toutes actives, mais il y a 40 plateformes depuis 6 ans. Il y a à peu près 1000 opérateurs immobiliers, 3100 projets immobiliers et un montant total de 2,3 milliards d'euros, donc depuis 2014. En plus d'être observateur du marché du crowdfunding immobilier, Hello Crowdfunding, c'est aussi et peut-être avant tout un site communautaire, donc à destination des investisseurs. Donc, il y a tout un historique au niveau des plateformes, au niveau des promoteurs. Donc, si vous souhaitez investir sur un projet, ça peut être intéressant de voir l'historique des plateformes et des promoteurs sur Hello Crowdfunding. Il y a un forum de discussion où vous pouvez apporter vos mises à jour. Si vous avez des informations sur des projets qui ne sont pas à jour sur Hello Crowdfunding, vous pouvez donc venir directement vers moi ou participer au forum. Et une grande fonctionnalité qui est intéressante pour vous, c'est le portefeuille virtuel qui est cross-platform. Donc, si vous investissez chez Fundimo et sur d'autres plateformes, vous pouvez créer votre portefeuille virtuel sur Hello Crowdfunding et suivre donc l'évolution des projets et suivre l'évolution de vos remboursements. Dernier point, Hello Crowdfunding, c'est aussi un site d'aide aux porteurs de projets professionnels, donc promoteurs immobiliers et marchands de biens, qui régulièrement nous contactent pour avoir des réponses à leurs questions sur ce mode qui est assez peu connu encore. Et voilà, on sait y répondre et éventuellement les rediriger vers les plateformes en adéquation avec leurs besoins. Je pense Merci Laurent. le prochain slide, c'est pour toi, Jérémy. Oui, je vais reprendre la main donc sur le sommaire de l'heure qui nous attend ensemble. On va passer rapidement aux chiffres puisque vous êtes là pour ça. Collecte et remboursement sur l'année 2021. Des éléments clés sur le placement type. On verra qu'il y a eu des évolutions sur la démocratisation du produit. On essaiera également de dresser des perspectives pour l'année 2022 dans un contexte que vous savez tous non évident. Et puis, on vous laissera le temps effectivement de poser vos questions et effectivement essayer d'y apporter les réponses les plus transparentes et les plus détaillées possibles. Peut-être avant de définir la méthodologie, peut-être un rappel rapide. Alors, je pense que la très, très grande majorité d'entre vous savent ce qu'est le crowdfunding immobilier. Très rapidement, donc le crowdfunding immobilier s'est développé en France à partir de l'année 2014 officiellement, année où la législation en France a évolué vers un encadrement de la pratique à travers une ordonnance de mai 2014 qui a débouché sur la création de 2 statuts dédiés au crowdfunding, le statut de conseiller en investissement participatif, CIP, qui permet aux plateformes de proposer de l'investissement en actions ou en obligations, qui est aujourd'hui le statut de la très très grande majorité des plateformes qui opèrent du crowdfunding immobilier. Et puis le statut d'intermédiaire en financement participatif, IFP, qui est un agrément en fait délivré par l'ACPR et l'AMF, qui permet aux plateformes de distribuer des prêts rémunérés ou non rémunérés. C'est un produit qui s'est largement démocratisé depuis 2015 et une forte accélération en 2017-2018 quand le projet, la collecte a commencé à dépasser les 100 millions d'euros par an. Et on verra que depuis cette année-là, en fait, depuis 2018, la collecte a très sensiblement accéléré pour s'approcher petit à petit du milliard d'euros. Très rapidement, donc Fundimo et le crowdfunding, on en a dit un mot. Donc Fundimo, première plateforme qui a obtenu le statut de CIP dédié à l'immobilier en 2015 auprès de l'AMF, qui est en mai 2021 passé sur le statut de PSI, d'entreprise d'investissement. Et puis Hello Crowdfunding, l'agrégateur vraiment de référence sur l'immobilier,
qui est piloté donc par Laurent depuis plusieurs années. Laurent, qui, vous l'avez bien compris, est un historique de notre marché puisqu'il le suit depuis maintenant 2008. On passe, Laurent, du coup, je te laisse la main sur la méthodo. Alors, la méthodo, effectivement, c'est un baromètre que Hello Crowdfunding et Fundimo sortent en collaboration depuis 2016. On le fait 2 fois par an, donc une fois au mois de juillet à mi-année pour le baromètre semestriel et une fois en janvier, donc comme aujourd'hui pour le baromètre annuel. Alors je vous disais que Hello Crowdfunding, c'était une base de données qui collectait des informations sur les projets. Donc notamment, on collecte tout ce qui est montant de collecte, nombre de projets collectés. On y associe les taux annoncés, les durées attendues, donc il y a toujours des bornes, une durée minimum, une durée maximum. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est la date de remboursement cible. Et donc avec ces données-là, d'une manière automatique, on a des statuts qui sont mis à jour. Donc il y a 2 types de statuts qui sont définis notamment en collaboration avec FPF, donc Jérémy en a parlé, Financement Participatif France. Il y a le statut du projet qui va vous dire si le projet est en collecte, est en cours de réalisation ou alors est en retard ou bien remboursé. Et il y a un deuxième statut qui représente plus la santé financière du projet, qui donc va dire si le projet est sain ou s'il est en report contractuel, voire en report non contractuel. Et notre scope, donc Jérémy a parlé des statuts. Alors en fait, il y en a même 3, j'en rajouterai un. Donc il y a le CIP, le conseiller en investissement participatif, il y a l'IFP, l'intermédiaire en financement participatif, et il y a quelques plateformes qui sont PSI, prestataires de services d'investissement, je crois. Voilà, et on se borne au marché français. Donc il y aura un sujet sur l'évolution européenne, mais le baromètre se borne aux plateformes françaises qui financent des projets sur le marché français. Voilà pour la méthodologie. Merci Laurent. Une fois les bases posées, je vous propose du coup qu'on passe aux chiffres qui sont le moment le plus important. On avait dit en 2021 sur les chiffres de l'année 2020 qu'on prévoyait en 2021 un dépassement, ou en tout cas un rapprochement du milliard d'euros de collecte. On n'a pas atteint le milliard d'euros en 2021, mais on s'en est approché de manière significative puisque la collecte a atteint 958 millions d'euros, ce qui correspond à une croissance de 90% de la collecte par rapport à l'année 2020. Le point important ici qui est à indiquer, il est que cette croissance de 90% est finalement un taux de croissance annuel qu'on observait de la collecte avant crise. Crowdfunding a vraiment repris sa marche en avant en 2021 d'un point de vue de sa collecte, et à l'image de la reprise progressive de l'activité immobilière, de la démocratisation rampante auprès des opérateurs immobiliers du crowdfunding immobilier, on observe donc que globalement, le crowdfunding immobilier a repris un taux de croissance d'avant-crise comme d'autres secteurs de l'économie hors immobilier. Le mois de décembre 2021 a été le mois de record du crowdfunding en termes de collecte dans son histoire, puisque plus de 110 millions d'euros ont été collectés le mois dernier, en fait. Donc, c'est-à-dire concrètement, 12% du total de l'année a été collecté sur le mois dernier. Et point important, et je terminerai là-dessus, sur la partie collecte, sur le second semestre 2021, 550 millions d'euros ont été collectés, c'est-à-dire concrètement plus que sur l'ensemble de l'année 2020. Donc une très très nette accélération qui s'explique évidemment par plusieurs éléments qu'on va détailler tout au long de cette étude, mais une première bonne nouvelle sur déjà la résilience de la collecte sur le crowdfunding et son succès auprès des investisseurs. Sur les remboursements, vous le voyez, on a dépassé la barre des 300 millions d'euros. On est sur un taux de croissance de 67% par rapport à l'année 2020. Plus 67%, c'est environ 10 points de moins que la croissance annuelle de la collecte entre 2018 et 2019, sachant, vous le savez bien, qu'il y a en moyenne 24 mois environ
de décalage entre l'acte de collecter et l'acte de rembourser. Donc, il y a un delta de 10 points qu'on observera un peu plus tard dans la hausse mécanique des taux de retard qui sera explicitée par Laurent. Et puis enfin, sur le rendement, dans les médias, partout, le crowdfunding immobilier est aujourd'hui identifié à un produit dont le taux de rendement annuel s'est stabilisé au-dessus des 9% par an. Des années où on est à 9,2%, d'autres années où on est à 9,3%. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une stabilisation. Certains sur le marché ont anticipé une baisse significative des taux au cours des années. On voit que ces taux se maintiennent vraiment au-dessus de 9% par an. Sur l'évolution datée maintenant de la collecte, on voit qu'à fin 2021, plus de 2,2 milliards ont été collectés en l'espace de 7 ans. Si j'inclus également l'année 2015 où 34 millions d'euros avaient été levés. On observe que sur l'ensemble de l'année 2021, c'est quasiment un doublage, un doublement de la collecte qui est survenu puisqu'on était à 1,2 milliard cumulé à fin 2020 et on est à 2,2 milliards à fin 2021, donc une année 2021 qui a permis au crowdfunding de reprendre son rythme de croisière d'avant-crise. D'un point de vue des projets, on observe que plus de 3000 projets ont été financés de manière cumulée depuis 2015. Le 3 millième projet a donc été financé, vous l'avez bien compris, au mois de décembre dernier. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une démocratisation très forte. Et ce chiffre de 1065 projets financés sur l'année 2021 prouve une très forte démocratisation dans le sens où 2021 a été l'année où la croissance annuelle du nombre de projets a été la plus élevée depuis la création du crowdfunding immobilier en 2015, en tout cas le développement du crowdfunding immobilier en 2015. Et donc, cette année de croissance à près du milliard de collecte s'explique avant tout par une croissance du nombre de projets, davantage que par une augmentation de la taille moyenne des projets. La slide suivante vous l'explicitera de manière plus claire. Et pour terminer sur la répartition, je sais bien qu'aujourd'hui, beaucoup attendent également ce chiffre de répartition entre les opérations de promotion immobilière, qui sont les opérations historiques financées par des plateformes, et les opérations marchands de biens. Pour la première fois en 2021, les opérations marchands de biens ont été majoritaires à hauteur de 53% dans les volumes collectés. Ça traduit non seulement une évolution du modèle des plateformes, mais ça vient confirmer aussi que les plateformes suivent les modèles et les typologies d'opérations qui sont menées à la fois par les marchands de biens, évidemment, mais également par des promoteurs qui ont été très impactés par l'arrêt et le ralentissement des autorisations de permis de construire entre 2020 et 2021. Pardon, j'ai été un petit peu vite. Donc, ce que je vous disais effectivement sur la croissance de l'activité en 2021, une croissance simplement de 5% sur le montant moyen par collecte. On est passé grosso modo de 850 000 euros à 900 000 euros l'année dernière, versus une croissance de 80% du nombre de projets financés. Donc, clairement, les plateformes n'ont pas forcément financé des projets beaucoup plus significatifs en taille par rapport aux années précédentes et par rapport à 2020. Par contre, de plus en plus d'opérateurs ont fait appel au crowdfunding immobilier et un chiffre important, 497 opérateurs ont fait appel au crowdfunding immobilier l'an dernier, quasiment 500. Et sur ces 497, 259 nouveaux opérateurs ont fait appel pour la première fois au crowdfunding immobilier, ce qui correspond à plus de 1030 opérateurs au total en cumulé qui ont fait appel au crowdfunding immobilier depuis 2015. Donc une hausse du stock, entre guillemets, d'opérateurs qui se font financer par cette voie alternative de près de 25% sur la seule année 2021. Et puis, l'autre élément vraiment significatif, c'est la croissance du nombre moyen d'investisseurs, puisque c'est une croissance fulgurante de 72%
du nombre moyen d'investisseurs par rapport à 2020. On est passé grosso modo de 180 personnes à plus de 310 qui se positionnent en moyenne sur un projet, avec un ticket moyen qui a mécaniquement baissé, on y reviendra. Et ce qui me fait dire un petit mot effectivement sur les vitesses de collecte qu'on a pu observer sur certaines plateformes. Et c'est vrai que chez Fundimo, on est aussi concerné par ce phénomène des collectes qui peuvent partir à des vitesses assez fulgurantes. Vous avez la preuve que on arrive à mobiliser énormément de personnes au même moment, au moment des ouvertures de collecte. Et il arrive que parfois, malheureusement, ce soit vraiment sur la base du premier arrivé, premier servi, premier signataire, que les collectes se fassent. Et il arrive souvent, en tout cas, il arrive fréquemment que ces collectes durent 1 à 2 minutes, voire un peu moins parfois. Et cela passera évidemment par une croissance du nombre de dossiers évidemment maîtrisés et par d'autres stratégies qu'on est en train de mettre en place et sur lesquelles on continue de réfléchir chez Fundimo. Laurent, je te laisse poursuivre avec le marché par la collecte. C'est encore... ouais, il y a encore quelques chiffres sur la collecte en 2021. Pour vous montrer, donc je vous disais qu'il y avait à peu près 40 plateformes qui étaient suivies depuis 2016. Parmi elles, en fait, il y en a 26 qui sont vraiment actives, dont 7 qui sont très actives en termes de nombre de projets et de collecte, puisqu'en moyenne, elles ont collecté en 2021 100 millions d'euros chacune. Donc, ce qui représente grosso modo à L7 70% du marché du crowdfunding immobilier. Derrière ces 7 plateformes, vous avez 8 plateformes de taille moyenne qui font à peu près 20 millions de collectes par an. En tout cas, c'est ce qu'elles ont fait en 2021. Et vous avez des 11 plus petites plateformes qui ont levé à peu près entre 3 et 4 millions en 2021. Alors, on s'aperçoit que finalement, il y a peu de nouveaux acteurs. Sur 2021, j'ai en tête 2 plateformes qui sont arrivées sur le marché. Donc, pour l'instant, elles sont dans les 11 plateformes du troisième tiers, mais peut-être qu'elles évolueront. Et tout ça pour vous dire que voilà, le marché est vraiment structuré autour de cette plateforme leader pour le moment. Ensuite, un sujet. Les remboursements. Pour toi, Jérémy, Alors, s'il te plaît. Oui, effectivement. Donc, on a parlé de la collecte. La collecte va évidemment aussi avec les remboursements. Donc, je vous parlais de la croissance de 67% du volume de remboursement en 2021. Pour mémoire, on a dépassé les 300 millions d'euros, 301 millions. En cumulé, on a dépassé les 700 millions d'euros remboursés en 7 ans, en 7 années d'exercice, 717 millions. 717 millions, c'est 35% de l'encours total collecté par les plateformes depuis 2015. Et si on compare en fait au total de l'encours jusqu'à 2019, je rappelle, il y a un décalage en moyenne d'un peu moins de 24 mois entre la collecte et le remboursement. Donc, il faut comparer en fait les montants remboursés au total de la collecte qui a été lancée jusqu'à 24 mois précédemment, c'est-à-dire dans notre cas, l'année 2019. Et on note que 717 millions, c'est 95% des montants qui ont été collectés entre 2015 et 2019. Donc, c'est-à-dire que concrètement, la quasi-totalité de la collecte qui a eu lieu jusqu'à fin 2019 a été remboursée aux investisseurs. Donc, évidemment, ce sont des paramètres d'avant-crise, on y reviendra, mais ce qui est important à souligner ici, c'est que 95% des encours jusqu'à 2019 ont été remboursés aux investisseurs. On a pour 30 millions d'euros de dossiers qui ont été collectés jusqu'au 31 décembre 2019 qui n'ont pas été remboursés à ce jour, qui sont catégorisés soit en défaut, soit en retard. Et à l'inverse, vous l'avez donc compris, 2020 et 2021 représentent 66% de l'encours total
sur le marché du crowdfunding en termes de collecte. Et donc, on va s'attendre effectivement l'année prochaine à une hausse encore très significative des remboursements. Sur le nombre de projets, un peu moins de choses très intéressantes à dire. 1274 projets cumulés, on n'est pas sur 35% des encours, on est sur 42% là du nombre de projets qui ont été remboursés. Voilà, donc finalement, on observe qu'il y a une plus forte croissance sur les volumes de collecte que sur le nombre de projets qui sont effectivement concernés par ces remboursements. Laurent. Alors, les retards et les défauts. Sujet très délicat. Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres précis sur les retards, sur les défauts, pour une raison simple, c'est que les plateformes communiquent très difficilement dessus, parce que c'est pas bon pour leur notoriété. Et puis, comme beaucoup de projets en retard, ils sont dans les mains de la justice. Enfin, il y a une procédure qui est en cours, et par souci de confidentialité, les plateformes communiquent aussi peu dessus. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir des informations là-dessus. Et j'en appelle à votre aide. Si vous avez des informations que vous souhaitez faire remonter à Hello Crowdfunding, n'hésitez pas par le forum ou par mail, hello@hellocrowdfunding.com. Voilà, n'hésitez pas pour que ça soit au plus juste. Alors, au sujet des chiffres, faut distinguer 2 types de retard. Dans le contrat que vous signez quand vous souscrivez, en général, c'est un contrat obligataire, qui prévoit une durée donc contractuelle de retard. En général, c'est 6 mois. Ce qui veut dire qu'un report contractuel, enfin un retard de moins de 6 mois n'est pas considéré vraiment comme un retard, parce que ça fait partie des aléas de l'immobilier, que ce soit au niveau d'un retard de chantier, un retard administratif, un retard de commercialisation. C'est inhérent à l'activité immobilière. Donc on va dire que c'est encore cadré, c'est pas alarmant. Par contre, il y a un deuxième type de retard qui est le retard non contractuel, donc typiquement quand on dépasse les 6 mois. Et là, ça peut être plus inquiétant. Alors si c'est 7 mois, bon, on peut considérer que ça va encore. Il y a certains projets qui ont plus de 2 ans, plus de 24 mois de retard. Effectivement, ces projets-là risquent de finir en défaut. Alors soit avec avec un versement d'intérêt qui sera moindre que le versement prévu, ou alors avec une perte partielle ou totale de capital. Je pense que c'est le moment de rappeler effectivement que aucun rendement n'est garanti, le capital n'est pas garanti. Et il y a un risque, alors qui est assez faible, qui est assez maîtrisé, mais il y a un risque de perdre son investissement, la totalité de son investissement. Donc on le voit, le taux de retard de moins de 6 mois, on tourne autour des 4,76%, donc en légère augmentation par rapport à 2020. Ça représente à peu près 120-130 projets qui donc sont encore dans un retard, dans un cadre contractuel. Donc pour moi, c'est pas alarmant. Voilà, c'est une petite sonnette d'alarme, une petite lumière qui s'allume, il faut les suivre. Le taux de retard de plus de 6 mois, on est à 6,61%, donc une augmentation de 0,91 points par rapport à 2020. On était à 5,70. Ça représente à peu près 170-180 projets. Et là-dessus, il y a à peu près 1%, donc 1/6 de ce taux. Donc ça représente à peu près 30 projets qui ont un retard de plus de 24 mois. Donc pour l'instant, ces projets-là, à moins que vous ayez une information particulière, mais ces projets-là n'ont pas été remontés comme étant en défaut. Mais il y a un risque réel d'avoir une perte d'intérêt ou une perte de capital sur ces projets-là. Et vous voyez donc le taux de défaut qui est très faible. Est-ce qu'il est proche de la réalité? C'est encore une fois difficile à savoir. On a à peu près une dizaine de projets qui ont été déclarés comme étant en défaut suite à une liquidation judiciaire en général, mais peut-être que la réalité est un peu plus élevée que ça. Voilà pour les retards et défauts. Le slide suivant, pardon, Jérémy, le slide suivant.
Ouais, effectivement, sur la typologie des projets. Alors, il y a quelque chose qui peut déjà vous sauter aux yeux, c'est que la somme des pourcentages n'atteint pas 100%, dépasse les 100%, effectivement. Plusieurs choses. Déjà, vous le voyez, le résidentiel reste très, très, très majoritaire. Il a toujours oscillé entre 70 et 80% en bassant du volume d'activité. On voit que ça se maintient totalement en 2021. Donc ça, c'est une tendance de fond de laquelle on ne sort pas pour une raison assez simple, c'est que la très grande majorité des opérateurs qu'on finance sont des opérateurs d'immobilier résidentiel. Par contre, ce qu'on a voulu introduire cette année, c'est effectivement la part des dossiers qui inclut également de l'immobilier mixte, c'est-à-dire la plupart du temps résidentiel commerce ou résidentiel bureau. Et là, on voit qu'effectivement, la part est extrêmement importante et en fait, c'est la quasi-intégralité des projets qui sont financés en crowdfunding immobilier. Petit point important, si on sortait de ce schéma mixte, on observerait que les commerces et les bureaux représentent respectivement autour de 5% des projets. Donc on voit que finalement, la crise, l'évolution des usages n'a pas aujourd'hui changé fondamentalement la typologie des projets qui sont financés en crowdfunding immobilier. On voit que l'hôtellerie reste à un niveau extrêmement bas, moins de 4%, que les aménageurs ne représentent que 2% de l'activité pour une raison très, très pour une raison majeure, c'est que les opérations d'aménagement sont des petites opérations qui, la plupart du temps, mobilisent quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros de fonds propres par les promoteurs, par les aménageurs, et du coup, ça représente effectivement un volume dans la collecte totale qui est extrêmement faible. Et l'activité, la logistique, là aussi, sont finalement des secteurs que les plateformes n'ont pas encore réussi à toucher. On n'a pas encore réussi à vraiment intégrer ce marché des promoteurs en activité logistique. Voilà. Peut-être, Laurent, si tu veux détailler plutôt là la géographie de la collecte. Oui. Alors, une répartition géographique. Donc, encore une fois, on est sur le territoire français uniquement. Le podium qui reflète assez finalement le dynamisme en termes immobiliers des régions. La première région, c'est l'Île-de-France, qui a donc les projets en Île-de-France représentent une collecte en 2021 de 419 millions. Donc ça fait plus 86% par rapport à 2020 et ça représente à peu près 44% du quasi-milliard dont on parlait avant. Donc ça fait un bon 400 millions 419 millions de collecte en Île-de-France. Deuxième sur le podium, c'est la région PACA, donc avec 171 millions d'euros, plus 190% par rapport à 2020, et ça représente à peu près 18% de la collecte 2021. Et troisième région sur le podium, Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec 118 millions de collecte, plus 83% en 2020, ce qui représente à peu près 12% de la collecte de 2021. Alors vous voyez qu'il y a quelques projets hors métropole, en Réunion, Guyane et Guadeloupe. Et en Corse aussi, il y a quelques projets. Donc vraiment l'intégralité du territoire français est couvert par le crowdfunding immobilier. Laurent, peut-être si je peux compléter sur cette répartition géographique, c'est la deuxième année consécutive où l'on voit l'Île-de-France concentrer quasiment 50% de l'activité, ou en tout cas des projets en Île-de-France concentrer quasiment 50% de l'activité de l'année.
Il y a deux raisons majeures. La première, elle est liée à la rotation en fait des promoteurs qui ont été très handicapés par les ralentissements d'octroi de permis de construire par les mairies en 2020 et 2021 et qui se sont réorientés vers la réhabilitation d'immobilier ancien. Donc, il y a eu un mouvement de rotation qui, a priori, devrait s'estomper à partir de l'année 2022, puisqu'on observe que les obtentions de permis de construire ont réaccéléré depuis le second semestre de l'année dernière. Puis le deuxième élément important, il est lié à certains promoteurs en région qui, là, ont plutôt été handicapés par les élections municipales et l'arrivée de nouvelles majorités au sein des mairies. Et qui se sont tournés vers l'Île-de-France où le vivier d'opérations était plus fourni que localement et qui se sont installés sur le marché francilien pour venir lancer des opérations. Et donc, c'est la deuxième année où on observe ce phénomène, mais c'est une prévision que je fais. Ce n'est pas une information, mais une prévision. Il est possible qu'on observe à partir de 2022-2023 petit à petit un mouvement de déconcentration de cette collecte sur l'ensemble des régions et en particulier les régions historiques que sont notamment PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Occitanie. Voilà. Du coup, si l'on continue, placement type, Laurent, à toi. Alors, on revient sur un chiffre dont tu as parlé, Jérémy. Donc le montant moyen souscrit, effectivement, il est à 2800 € par investisseur sur un projet. Donc ce qui montre vraiment donc en décroissance par rapport à l'année dernière, ça montre vraiment une démocratisation de ce type d'investissement. Et alors, je vois souvent passer des questions par rapport aux institutionnels, mais sur des tickets à 2800 € en moyenne, on voit bien qu'on touche une population d'investisseurs particuliers. Et je pense aussi que les investisseurs, plutôt que de tout mettre sur une plateforme, font des tickets un peu plus petits et vont investir sur plusieurs projets et sur plusieurs plateformes. Du côté de la durée moyenne de placement, donc quand vous investissez dans un projet de crowdfunding, il faut bien avoir en tête que votre capital est immobilisé pendant en moyenne 21,2 mois. C'est stable d'une année à l'autre. Donc c'est de l'argent que vous ne pouvez pas toucher avant 21 mois, avant le remboursement. Le rendement annuel, alors il est assez stable. L'année dernière, on était à 9,3, là on est à 9,21. Donc ça représente le taux d'intérêt que vous touchez annuellement. Mais la plupart du temps, à part quelques plateformes, c'est un rendement in fine. Donc un projet qui va durer 2 ans, vous toucherez en moyenne 9,21% par an, donc x2. Par contre, ce ne sont pas des intérêts composés, donc c'est vraiment in fine et 2 fois 9,21%. Oui, Jérémy. Oui, peut-être un chiffre que je devais vous donner tout à l'heure, j'ai un peu oublié sur on parlait de 313 investisseurs par collecte. On dénombre plus de 200 000 particuliers qui ont investi au moins une fois au crowdfunding immobilier en 2021. Bon, c'est un chiffre qui commence à être significatif, qui petit à petit rattrape le nombre de souscripteurs qu'on peut observer sur des produits type SCPI, qui sont des produits historiques. Mais 200 000 épargnants qui viennent investir au moins une fois sur une plateforme de crowdfunding en 2021, voilà, c'est un mouvement de démocratisation. C'est entré. Le produit est vraiment entré aujourd'hui dans le paysage des placements en immobilier en France. Tu veux peut-être prendre la main sur le projet type ? Je peux, oui. Alors, on a décrit un projet type, mais j'en rajouterai un deuxième. Alors, le projet type qu'on voit là, c'est plutôt un projet de promotion immobilière. Donc, on va être sur un projet de construction d'immeubles. Et voilà,
un exemple de projet, ça serait 45 logements avec un chiffre d'affaires de 11,3 millions. Et comme on en a déjà parlé, c'est un projet qui se ferait en Île-de-France, financé par 313 investisseurs avec un ticket moyen de 2800 €. Alors ça, c'est le type de projet sur lequel vous pouvez investir. Et Jérémy l'a dit, je crois qu'il y a 53% des projets qui sont maintenant des projets de marchand de biens, donc de rénovation et de revente de logements. Donc ça peut être sur des résidences de standing ou sur des immeubles qu'on va revendre à la découpe ou sur de la découpe de parcelles de terrain, par exemple. Là, on sera plutôt sur un programme de 5 à 10 logements sur un chiffre d'affaires de 2 à 3 millions d'euros, alors en Île-de-France ou ailleurs. Voilà, il y a vraiment 2 projets types. Le projet de construction qui va durer 18 à 24 mois et le projet de marchand de biens qui lui sera peut-être un peu plus rapide, peut-être un peu plus risqué, à chacun de voir, mais on peut espérer n'immobiliser ses fonds que 6 à 12 mois. Merci Laurent. On va passer à la conclusion. Peut-être déjà sur les éléments donc marquants de 2021, c'est vrai qu'on les a passés au fur et à mesure de cette présentation. Le 1000e projet de crowdfunding a été remboursé en cumulé au mois d'avril dernier. 1000e projet cumulé, donc le 1000e projet de l'histoire. Et au mois de juin, les gains cumulés versés par le marché ont dépassé la barre symbolique des 100 millions d'euros. Au mois de novembre, certains d'entre vous qui suivent de près l'évolution du marché du crowdfunding le savent peut-être, mais est entré en vigueur un nouveau statut européen auquel devront se conformer l'ensemble des plateformes de crowdfunding à partir de novembre 2022 de manière obligatoire. Il y a une période dérogatoire d'1 an qui est une période de mise en place. Donc un nouveau statut européen qui permettra aux plateformes de proposer des projets à l'étranger et de pouvoir attirer des investisseurs étrangers sur leur plateforme. Donc une vocation à faire du marché du crowdfunding un marché unique à l'échelle européenne. Et puis au mois de décembre, deux chiffres clés que j'indiquais un petit peu avant. Le mois de collecte le plus significatif de l'histoire, 113 millions d'euros levés sur les plateformes, et le 3 millième, pas 300 000, mais 3 millième projet financé en crowdfunding immobilier français depuis 2015, sachant que j'ai beaucoup parlé de l'année 2015, qui est un peu l'année 1, mais certaines plateformes historiques que vous connaissez ont lancé avant 2015 des premiers projets immobiliers sur leur plateforme, tout en étant des plateformes un peu plus généralistes par ailleurs. Du coup, le bilan 2021, Laurent. Donc un résumé de ce qu'on a dit pendant ces premiers 3 quarts d'heure. Donc un marché en hausse en termes de collecte de 90%. Une croissance de la part des opérations de marchand de biens qui sont devenues majoritaires. Alors des taux de retard qui sont maintenus, mais je l'ai dit, c'est une donnée très difficile à avoir. Il y a peu de transparence sur ce sujet-là. Mais gardez bien à l'esprit effectivement que c'est un produit qui peut être risqué. Hein. Il n'y a pas 9,21% de rendement sans risque derrière. Et ensuite, une concentration du marché sur ses fondamentaux. Donc, on l'a vu, il y a des projets mixtes, mais beaucoup de projets résidentiels dans 3 régions principalement, mais quand même sur tout le secteur, sur tout le territoire français. Et donc des plateformes, cette plateforme qui tire 70% des parts de marché. Voilà, et puis on l'a dit, une démocratisation des investissements. Enfin, voilà, c'est un produit qui est de plus en plus connu à la fois des opérateurs immobiliers
mais aussi des investisseurs. Il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes de la part des investisseurs, mais il faut aussi qu'en face, il y ait une offre de la part des opérateurs. Voilà pour le bilan 2021. Que nous réserve 2022, Jérémy? Alors, effectivement, sur les perspectives, on a un peu plus de visibilité déjà sur l'activité économique et sa reprise. L'activité économique générale en 2021, vous le savez bien, a été sensationnelle puisqu'elle a dépassé les 6% de croissance du PIB. On s'y attendait, mais elle a été un peu plus forte que ce qu'on prévoyait à fin 2020. Du coup, nous pensons que l'environnement sera propice déjà pour la demande en crowdfunding immobilier par les opérateurs pour deux raisons. Je l'indiquais tout à l'heure, l'accélération du nombre d'autorisations de permis de construire qui ont été délivrées au second semestre 2021, qui a continué sur le premier semestre 2022 et qui, du coup, va alimenter déjà mécaniquement la demande en financement fonds propres par les opérateurs. Et puis, une reprise économique forte, comme je l'ai dit, en 2021, qui est attendue également en croissance assez significative en 2022, et qui, du coup, tout simplement va permettre également d'apporter un certain optimisme chez les épargnants, chez les opérateurs, et donc qui va mécaniquement aussi alimenter la demande à la fois en besoin de financement et en placement de papier par les épargnants. J'ai vu passer beaucoup de questions sur les retards. On va répondre évidemment à certaines questions. En 2022, fin 2022, on mesurera de manière plus détaillée l'impact de la crise sur les taux de retard et taux de défaut. Je vous le disais tout à l'heure, il y a mécaniquement en moyenne 24 mois entre la collecte et le remboursement. Les projets collectés en 2020 qui ont été impactés par la crise vont se déboucler en 2022, la plupart. Vous avez des projets à 12 mois et des projets à 36 mois, mais la majorité des projets vont devoir se déboucler à 2022. Et donc, mécaniquement, fin 2022, on saura si le taux de retard de moins de 6 mois ou plus de 6 mois a explosé. On sera capable définitivement de mesurer la résilience du crowdfunding immobilier à l'aune de la crise économique que nous avons vécue. Ce qu'on peut dire à fin 2021, c'est que le produit est résilient. Il y a effectivement, je le disais tout à l'heure, pour environ 30 millions d'euros de dossiers qui ont été financés jusqu'au 31/12/2019 qui n'ont pas été remboursés à ce jour. Et je ne le cache pas, ces 30 millions, vous en aurez un certain nombre qui seront de la perte en capital pour les investisseurs qui y ont investi sur des projets de 2015, 2016, 2017. Mais ça va représenter effectivement 30 millions sur potentiellement 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards à fin 2022. Il y a un élément important également aujourd'hui qui peut justifier un certain attentisme par les acteurs, sont les élections présidentielles à venir. On estime que l'impact sera faible puisque les mairies aujourd'hui ont repris la main sur les octrois de permis de construire. Et globalement, il y a une politique de l'immobilier qui est ce qu'elle est aujourd'hui menée par le gouvernement, mais qui, dans l'état actuel des débats politiques, n'est pas fondamentalement remise en question par les candidats. Et on considère donc que, sauf si changement politique majeur qui interviendra entre les mois d'avril et mois de juin, les élections présidentielles auront un impact très faible sur l'activité des promoteurs et par ricochet des plateformes de crowdfunding. Dernier élément clé sur 2022, il est l'entrée en vigueur du statut européen du crowdfunding. Les régulateurs sont encore en discussion aujourd'hui pour savoir si on ne va pas décaler l'obligation de mise en place pour les plateformes au mois de novembre 2023. Mais en l'état actuel des choses, à partir du mois de novembre 2022, les plateformes devront opérer sur le statut de PSFP, de prestataire de services de financement participatif, qui est un agrément européen qui sera contrôlé par les régulateurs français AMF
et ACPR. Et du coup, en tant que particulier, vous allez avoir concrètement la possibilité, alors peut-être pas à fin 2022, mais dans les années à venir, d'accompagner des projets qui seront développés en Allemagne, en Italie, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, ce qui constitue pour vous une bonne nouvelle. Dernier sujet, j'ai indiqué en question, est-ce que à la lumière des taux de croissance qu'on observe chaque année, hormis en 2020, de la collecte en crowdfunding, on n'est pas évidemment dans une course effrénée à la collecte. On va évidemment dépasser le milliard d'euros de collecte en 2022. Est-ce qu'on ne se rapprochera pas du coup d'une collecte qui atteindra les 2 milliards d'euros et qui fera un peu plus basculer notre financement alternatif dans une autre sphère qui un peu plus institutionnelle encore. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à un certain nombre de questions. Je vais laisser la main à Déborah qui, du coup, va synthétiser un certain nombre de vos questions, nous les poser et évidemment, on va faire en sorte dans la mesure du possible, de pouvoir y répondre, bien évidemment avec transparence et si possible avec le plus de détails. Effectivement, merci à tous. Vous avez été très actifs du côté des questions. Anthony et Léo ont essayé de synthétiser un maximum de celles qui revenaient plus fréquemment. Ils ont essayé aussi de répondre en direct, je vois, à certaines. Donc, on va prendre 15 minutes pour les lister maintenant. Première question, beaucoup de projets ont vu leur remboursement décalé de 6 mois ou plus. Doit-on craindre beaucoup de futurs défauts? Laurent, Jérémy. Je répète la question. Beaucoup de projets ont vu leur remboursement décalé de 6 mois ou plus. Doit-on craindre beaucoup de futurs défauts? Alors, oui, merci Déborah. Désolé pour la petite répétition. Le taux de retard des projets de plus de 6 mois a progressé de 0,91 points, vous l'avez vu, ce qui correspond en part relative à une croissance de 16%. Donc, dans les faits, notre étude montre qu'il y a 16% de projets en plus qui sont en retard de plus de 6 mois à fin 2021. Donc, c'est une réalité. Laurent a expliqué effectivement qu'on distinguait le retard contractuel et le retard dit un peu normal, entre guillemets, c'est-à-dire qui est inhérent à l'activité immobilière, et puis le retard qui est beaucoup plus compliqué à gérer pour les investisseurs. Alors, il y a un point important malgré tout qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous êtes remboursé en retard, normalement, vous avez un surplus d'intérêt qui vient en quelque sorte compenser le manque de liquidité à la date d'échéance officielle. Est-ce qu'on maintenant, j'irai rapidement, mais est-ce qu'on doit craindre beaucoup plus de futurs défauts de projet ou des décalages? Je ne suis évidemment pas Madame Irma. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que les plateformes, depuis le premier trimestre 2020, dans l'analyse qu'elles ont faite des dossiers, ont intégré un paramètre Covid, qui est un paramètre qui vient ralentir la vitesse de réalisation des opérations, aussi bien sur le chantier et la commercialisation, et que normalement, notamment sur les opérations de promotion qui sont plus lentes à sortir depuis plusieurs années, et c'est encore plus vrai depuis le Covid, normalement, les taux de retard sur des opérations de promotion ne devraient pas exploser. Je parle bien des opérations de promotion. Sur les opérations de marchand de biens, ce sont des opérations plus courtes. Et en fait, quand je parlais tout à l'heure, où Laurent parlait des 21 mois moyens d'engagement par les investisseurs, vous avez un écart très significatif entre les 30 mois moyens des opérations de promotion et les 18 mois moyens des opérations de marchand de biens. La réalité dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, les plateformes ont intégré dans leur analyse le paramètre Covid. Dans un an, on aura une vision vraiment claire de l'impact sur les taux de retard et taux de défaut.
je le dis chaque année, et plus le temps passe, et plus le coup près va a priori tomber, on a un certain nombre de dossiers dont j'ai parlé tout à l'heure, collectés jusqu'à 2019, qui vont arriver officiellement vers le défaut, qui va être reconnu par la justice comme tel. Donc, si ça n'intervient pas en 2022, malheureusement, ça interviendra en 2023, 2024. Nous sommes tributaires, malheureusement, de la justice, mais mécaniquement, le taux de défaut va être amené à monter entre 1 à 2% sur les années à venir, ce qui correspond quand même à un taux de défaut que j'estime très acceptable au regard du rendement qu'on propose aux investisseurs. Juste, je répondrai très rapidement à une autre question qui a été posée sur la distinction des taux de retard et défaut en fonction des opérations de marchand de biens ou de promotion immobilière. On observe, toute chose égale par ailleurs, qu'on est sur un taux équivalent, que ce soit pour une opération de promotion ou une opération de marchand de biens. Donc, d'un point de vue de la statistique, pas plus risqué d'investir dans une promotion ou un marchand de biens, étant entendu que vous avez un niveau de risque qui est différent, puisque d'un côté, vous avez une commercialisation avancée pour une promotion versus une commercialisation souvent nulle pour un marchand de biens, alors que le promoteur doit construire l'intégralité du bâtiment, alors que les travaux de réhabilitation sont beaucoup plus légers pour une opération de marchand de biens. Voilà, j'étais un peu long, mais j'ai essayé de répondre dans le détail. Merci Jérémy. Pardon. Merci Jérémy. Effectivement, tu as devancé deux autres questions, donc c'est très bien. La suivante, Laurent, peut-être pour toi, toutes les plateformes sont-elles transparentes sur leurs défauts et leurs retards? Alors, non. J'en ai parlé. Alors, j'ai vu dans les commentaires que Hello Crowdfunding ne faisait pas son travail, n'était pas assez sévère avec les retards. Je le répète, c'est difficile d'avoir les informations. Donc, c'est vraiment un travail communautaire. Vous êtes invité à participer à ce travail-là. Donc, il y a certaines plateformes, effectivement, qui ne sont pas trop transparentes sur le sujet. Vous verrez des plateformes où les projets sont systématiquement mis en confidentiel également. Donc, toutes les plateformes sont sur un nouveau marché, elles sont à la fois dans la même aventure, mais elles sont concurrentes. Donc, on partage les données, mais pas trop. Donc voilà, il y a vraiment un problème de récupération de la donnée, et sur les données qui, a priori, sont plutôt négatives, c'est encore plus compliqué d'avoir des informations. Merci Laurent. J'ai vu passer une question sur le taux de retard plus de 6 mois, moins de 6 mois. Effectivement, il faut les ajouter. Hein. Donc, on est autour de 11% de retard. Mais encore une fois, le retard de moins de 6 mois, il est encadré. Les intérêts continuent à courir. Certaines plateformes vont même accorder un petit bonus de 1% sur la période qui dépasse. Donc, voilà, le Merci retard Laurent pour cette précision. Effectivement, notamment une question qui allait venir aussi. Jérémy, sur la question des retards et des défauts, plusieurs personnes s'interrogent sur les raisons pour lesquelles FPF en fait n'harmonise pas la communication autour de ces différents taux de retard et de défauts des différentes plateformes. Alors, on essaye d'harmoniser de manière très claire. On a mis en place, il y a plusieurs années déjà, des indicateurs de performance auxquels doivent se conformer l'ensemble des membres de Financement Participatif France, dont les plateformes de crowdfunding immobilier sont des membres hyper importants, vous vous doutez bien. On a même mis à jour, il y a 2 ans, l'année dernière, pardon, la grille d'indicateurs pour qu'elle soit encore plus lisible pour les épargnants. On a mené tout au long de l'année 2021 un audit très resserré à la fois de la publication de ces indicateurs et de leur mise à jour qui doit être au moins mensuelle. Et notre audit a été très positif puisque 100% des plateformes ont fini par se mettre en règle à septembre 2021. Cet audit, on va le continuer au sein de FPF. Et normalement, en vous rendant sur les plateformes, ces indicateurs sont accessibles très facilement depuis la page d'accueil. On est évidemment très vigilant à la mise à jour de ces indicateurs et on n'hésitera pas à exclure des plateformes qui ne jouent pas le jeu parce que effectivement,
comme le disait Laurent, les volumes augmentent. Il y a une part de déclaratif qui, évidemment, est très importante par les plateformes. Et quand on a une suspicion de fausses informations ou que ces informations ne sont pas mises à jour, il y a une procédure claire chez FPF qui peut aller jusqu'à l'exclusion du membre et la médiatisation dans les médias. Donc, ça peut aller assez loin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, au mois de septembre dernier, l'audit a été positif. Il y a quelques plateformes qui ont dû se mettre en conformité, mais qui se sont mises en conformité. Et donc, aujourd'hui, c'est un travail qui va continuer, qui peut donc mener jusqu'à l'exclusion. Donc, on suit ça de très, très près. Merci Jérémy pour ces éléments. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, notamment sur les réflexions en cours pour limiter la rapidité des collectes. On sait que c'est un sujet effectivement qui est assez récurrent. Est-ce que Jérémy, peut-être tu veux prendre la parole? Oui, effectivement. Alors, c'est un sujet qui revient fréquemment tout au long de l'année, mais qui n'est pas non plus récurrent. C'est-à-dire qu'il y a des mois, effectivement, où il est très facile de collecter, où l'appétit des investisseurs est là. Et puis, il y a des mois où c'est un peu plus compliqué, et peut-être que vous l'avez vu au mois de décembre, où c'était un peu plus compliqué de mobiliser, investisseurs sur les plateformes, parce qu'il y a eu beaucoup de projets lancés en même temps. Je l'ai dit, 113 millions d'euros collectés au mois de décembre, beaucoup de projets lancés en même temps, parce qu'on était dans un contexte sanitaire très, très incertain avec l'arrivée du nouveau variant, parce que voilà, un certain nombre de considérations personnelles avant les fêtes de fin d'année ont fait que les investisseurs, effectivement, n'ont pas toujours été présents au mois de décembre. Et puis, il y a d'autres moments, et c'est vrai que là, au mois de janvier, on est plutôt dans ce contexte-là, où les collectes peuvent partir très rapidement. Pour moi, il y a deux solutions à cela. C'est limiter évidemment le ticket moyen d'investissement, instaurer un plafond qui évidemment frustrera certains d'entre vous, mais donnera la possibilité au plus grand nombre de pouvoir venir investir. Et puis le deuxième, qui n'est pas la voie qu'on va prendre chez Fundimo, mais que certaines plateformes prennent, c'est la voie de réserver en fait un certain type de projet à une certaine catégorie d'investisseurs et donc de créer une sorte de matrice entre la typologie des projets, la taille des projets et le profil investisseur. Ça arrive, chez Fundimo, ça n'arrivera jamais. Tous les plateformes qui arriveront tous les projets qui arriveront sur la plateforme seront ouverts à tous les investisseurs. Mais le plafond peut être effectivement un moyen de résoudre, notamment sur les petites collectes, puisque, en tout cas, chez Fundimo, on n'a pas mis de côté les dossiers à 200, 300, 400 000 euros, qui sont des petites collectes et qui peuvent effectivement générer ce type d'événements. Ok, merci Jérémy. Peut-être une ou deux dernières questions, parce qu'on est en train de dépasser le temps imparti. Une question qui concerne notamment les actualités de projet. Effectivement, elles sont attendues, ces actualités trimestrielles. Parfois, il peut y avoir un petit décalage où certains investisseurs, en tous les cas connectés aujourd'hui, nous posent des questions sur le fait qu'elles arrivent potentiellement dans les temps ou non. Oui, la question des actualités, on l'a de manière récurrente. En tant que plateforme, on doit gérer deux types d'actualités. L'actualité du projet en cours de vie jusqu'à l'échéance. Là, effectivement, un formulaire est remis, un reporting trimestriel est remis aux investisseurs. Je vous invite vraiment à vous connecter régulièrement pour venir voir ces actualités. Les plateformes n'ont pas toutes mis en place un système de notification. Et il se peut que parfois, pour X ou Y raison, vous n'ayez pas vu une actualité qui a pourtant été publiée sur la plateforme. Parenthèse refermée, il peut arriver des cas effectivement où les projets ne sont pas reportés de manière trimestrielle. Il y a deux raisons à ça. Soit le promoteur met du temps à répondre, mais on le suit de près. Par exemple, chez Fundimo, on a nos responsables commerciaux se déplacent chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine
sur le terrain pour aller visiter les projets. Et le deuxième cas, ce sont des projets qui n'ont pas avancé de manière significative pour en communiquer une actualité tous les 3 mois, mais plutôt tous les 4-5 mois. Je pense notamment à quelques financements corporate qu'on a pu faire. Ils sont rares, mais ils ont existé. Quelques financements d'opérations marchands de biens plutôt sur du long terme, 30-36 mois, où pendant les premiers mois, il se passe finalement assez peu de choses. Donc, ça peut arriver. Et puis, par contre, il y a le cas, et je terminerai là-dessus, des actualités, des projets qui sont en retard. Et là, les plateformes, en général, essayent de communiquer de manière beaucoup plus régulière, plutôt sur une base mensuelle. Par contre, quand vous n'avez pas d'informations, ça ne veut pas dire que la plateforme ne travaille pas. On peut être soit sur des solutions qui mettent énormément de temps à se mettre en œuvre. Et là, malheureusement, quand on n'a pas d'informations décisives à communiquer, on ne communique pas toujours. Alors, je sais que certains d'entre vous souhaitent quand même avoir de l'information et d'autres veulent avoir de l'information réellement importante et significative. C'est toujours une histoire, un sujet d'arbitrage. Et puis, l'autre sujet qui concerne aussi des procédures juridiques. Il y a certains éléments qu'on ne peut pas communiquer, malheureusement, qui engagent la responsabilité pénale de la société. Et donc, on ne communiquera pas toujours les détails d'une procédure judiciaire, mais vous le savez aussi bien que moi, les procédures judiciaires en France peuvent être extrêmement longues. On essaye de donner de l'information quand il y a effectivement des jalons qui sont posés avec des dates d'audience ou des dates qui vraiment permettent de donner de la visibilité sur la suite de la procédure. Une fois de plus, le message à retenir, c'est que on essaye de donner de l'actualité le plus fréquemment possible. Et le plus souvent, quand il n'y a pas d'actualité, ce n'est pas qu'on ne travaille pas, c'est qu'on n'a pas d'éléments, de nouveaux éléments significatifs à communiquer sur une date, soit de remboursement, soit sur une avancée de la réalisation de l'opération. Juste pour info, chez Fundimo, on suit ça de manière hebdomadaire. On a une réunion en interne qui se déroule tous les jeudis matin pour suivre la petite quinzaine de dossiers qu'on doit gérer aujourd'hui en prorogation, qui débouchent la plupart du temps sur des actualités ou des mails de communication. Et toute notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions. Parfois, il y a des éléments qu'on n'écrit pas sur la plateforme, mais que notre équipe peut vous communiquer en off, à l'oral, au téléphone, et elle est vraiment à votre disposition pour y répondre. N'hésitez surtout pas. Ok, une dernière question peut-être. Il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est lié au PEA-PME et la possibilité d'investir en travers de son PEA-PME sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Jérémy, est-ce que tu as peut-être des informations à donner ou des échéances à donner à ces investisseurs? Oui, effectivement. C'est vrai que le PEA-PME est un produit, un support d'investissement très intéressant, puisqu'au bout de 5 ans, il vous exonère des prélèvements fiscaux de 12,8%. Depuis la fin de l'année dernière, on a, en tout cas chez Fundimo, décidé de stopper cette souscription pour 2 raisons. La première, et là je ne vais pas me faire forcément que des amis, mais elle est réelle, elle est liée au temps de traitement de ces souscriptions par les banques. Au sein de FPF, on a travaillé avec la majorité des grands établissements bancaires durant l'été 2021 pour mettre en place une procédure de traitement accélérée pour les souscriptions en PEA-PME par les plateformes de crowdfunding. Les banques aujourd'hui sont moteurs, elles essayent de nous accompagner, mais on doit faire face à des blocages qui ne sont pas forcément liés à nous, qui sont liés aux régulateurs, qui sont liés à la Direction générale du Trésor, notamment sur le temps de traitement ou les niveaux de frais. Et là, malheureusement, cette action de lobbying prend du temps. Et donc, ces temps de traitement font que mécaniquement, quand on lance une collecte de fonds, qu'elle dure
24 heures, quand l'ensemble des souscripteurs qui passent hors PEA-PME viennent libérer leurs fonds en quelques heures, les investisseurs en PEA-PME mettent parfois plus de 15 jours pour libérer leurs fonds, et je ne jette sûrement pas la pierre à ces investisseurs-là, mais on est sur des temps de traitement bancaire qui aujourd'hui ne permettent pas aux plateformes d'honorer leurs engagements de délai de versement au fonds à leurs opérateurs dans les temps. Donc, c'est la raison majeure. La deuxième, on a essayé de mettre en place chez Fundimo un certain nombre de procédures automatisées. Je pense notamment aux attestations de type APE, etc., de mettre en place des documents standardisés pour aller plus vite. Certaines banques nous ont dit non. Elles veulent continuer de travailler avec leur propre documentation, ce qui constitue évidemment un obstacle, puisque quand vous êtes un investisseur, vous allez remettre votre documentation à votre banque qui va vous remettre son attestation à remplir. Très souvent, l'attestation n'arrive pas tout de suite, elle met quelques jours pour arriver et mécaniquement, ça entraîne des délais. Donc, croyez bien qu'on aimerait vraiment élargir le PEA-PME au plus grand nombre. Dans les faits, aujourd'hui, on n'y arrive pas forcément, mais on travaille avec les banques. On travaille avec les banques et au sein de FPF, on continue de suivre le sujet parce que les banques elles-mêmes, comme je l'ai dit, sont aussi moteurs. Elles voient bien que c'est un élément pour vraiment travailler le produit du PEA-PME qui, vous le savez bien, n'est pas encore totalement démocratisé. C'est un produit qu'elles veulent mettre en avant, mais on ne les y aide pas non plus. Voilà. Tu parlais juste des frais, je préciserai que ça a peut-être bougé, mais il y a quelque temps, les frais, c'était autour dans certaines banques, même des banques en ligne, on était à 300 ou 500 € de frais pour une écriture. À l'entrée et peut-être la même chose à la sortie. Donc sur un ticket moyen à 2 000 €, outre les délais, il y a aucun intérêt à le faire de façon, par rapport aux finances, par rapport aux tarifs. Merci à tous les deux pour vos réponses. Merci à tous pour vos questions. Nous n'avons pas répondu à l'ensemble des questions, puisqu'il y en avait évidemment beaucoup. On s'engage de notre côté chez Fundimo à reprendre chacune de vos questions, à vous faire une communication groupée à tous ceux d'entre vous qui étiez connectés et qui avaient posé des questions, avec évidemment les éléments de réponse que nous aurons. J'ai vu plusieurs questions sur différentes plateformes. Malheureusement, je pense qu'on sera peut-être un peu limité. Laurent, tu pourras peut-être venir, toi, en soutien sur cette base de réponses à apporter. Donc on reviendra vers vous dans les plus brefs délais pour répondre au mieux à chacune des questions. Encore une fois, vous pouvez toujours vous connecter sur le blog de Fundimo. Il y a quand même beaucoup de documentation qui peuvent vous aider. Et puis aussi vous tourner vers la presse. Il y a plusieurs articles de presse qui sortent hebdomadairement, mensuellement. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a aussi, c'est aussi une source d'information très riche. Merci encore Jérémy, Laurent, pour cette présentation et je vous dis à tous à très vite. Au revoir.